Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je commence aujourd'hui ma série de vidéos de type plus ou moins podcast concernant l'immigration au Japon. Alors je vous ai fait un petit PowerPoint aujourd'hui là, il est tout mignon, mais il n'est pas nécessaire de le regarder pour comprendre le fond de la vidéo. Ça reste une vidéo axée podcast. Comme première thématique pour commencer cette série, j'ai choisi la question du visa. Parce que la question du visa, elle est absolument fondamentale pour toute personne qui souhaite envisager une expatriation, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et j'ai pris soin de préciser entre parenthèses sans bullshit, parce que j'ai la prétention dans cette vidéo de m'appuyer sur des données, des chiffres et des retours d'expérience très concrets et qui permettent d'appuyer mes prises de position. Je suis aussi quelqu'un qui a tendance à être assez incisif. Je ne fais pas vraiment dans le consensuel. Donc voilà, je vais être un petit peu cash, d'où la précision sans bullshit. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. Et donc moi j'ai 32 ans et je suis venu l'année dernière au Japon avec un visa étudiant pour une école de langue d'une durée de 1 an. Donc le visa étudiant, un petit peu comme le visa PVT, c'est des visas que quasiment tout le monde en fait peut avoir relativement facilement. Il suffit de créer un dossier avec les documents nécessaires, les soumettre à l'ambassade et bon c'est un petit peu long et chiant mais normalement à la fin à peu près tout le monde arrive à avoir son PVT ou son visa étudiant. Ça nous permet donc de venir au Japon, d'avoir un statut de résident. On est donc entre guillemets expatrié, mais ça reste des visas court terme. Pour le PVT, c'est 1 an. Pour le visa étudiant, c'est jusqu'à 2 ans. Donc on a un timer au-dessus de notre tête et on est conscient quand même tout du long que à la fin, il va falloir un petit peu se bouger le cul et réfléchir à comment on va pouvoir rester plus longtemps au Japon. Parce qu'il n'y a pas 50 options. Ou on bascule sur un autre type de visa, ou alors on rentre en France. Il n'y a pas d'autres options possibles. Donc moi étant dans ce cas de figure-là, j'ai fait forcément mes recherches, j'ai bien poncé le YouTube game, hein. J'ai regardé toutes les vidéos, comment trouver un taf au Japon, comment s'expatrier au Japon. Voilà, toutes ces vidéos-là, je les ai regardées en long, en large et en travers. Et il y a deux choses, grosso modo, qui ressortent de manière à peu près euh, systématique. La première, c'est qu'on nous dit qu'il faut avoir un bac plus 3 ou plus, ou alors 10 ans d'expérience dans un domaine précis pour être éligible au visa de travail. Donc là, il ne s'agit pas du tout de trouver un travail qui nous sponsorise un visa, il s'agit juste d'être éligible, d'avoir le droit de demander un visa de travail. Et ensuite, en deuxièmement, j'ai remarqué qu'on nous présentait souvent l'ensemble des visas comme étant une forme d'éventail de possibilités, parce qu'il existe beaucoup de visas disponibles, il y en a une trentaine, voire plus au Japon. Et donc on nous les présente comme étant voilà, un buffet dans lequel il suffirait de choisir lequel on préfère, de le prendre, et voilà, on le choisit par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on veut faire au Japon, et à nos origines. Mais en gros, ça donne l'impression que c'est facile. Regardez, il existe plein de possibilités. Vous pouvez essayer par-ci, vous pouvez essayer par-là, faire comme ci, comme ça, explorer toutes ces pistes. Sauf qu'en fait, je n'aime pas du tout cette manière de voir les choses, car je considère que c'est déjà complètement faux, et ça mène les gens dans des impasses directement. C'est une perte de temps. La plupart des visas existent pour des cas extrêmement particuliers. C'est pour des personnes qui ont des origines particulières, des relations avec d'autres personnes particulières, parfois des compétences, et souvent ce sont des visas court terme, ce sont des visas sous contrainte, que ce soit en temps de travail, que ce soit bon, par rapport à plein de choses.
Et même beaucoup de ces visas-là ne sont même tout simplement pas souhaitables. On ne les veut pas, nous qui cherchons à immigrer au Japon. Par exemple, le visa culturel, aller apprendre l'aïkido au Japon, payer une école d'aïkido, on s'en bat les couilles. Ça ne nous donne pas le droit de travailler à temps plein et de vivre au Japon sur la durée. Donc, au bout d'un moment, lorsqu'on resserre les taux petit à petit, eh bien, à la fin, on voit qu'il reste pas grand-chose en fait. Et donc, présenter un éventail de possibilités, c'est complètement de la poudre dans les yeux pour les gens, c'est complètement superflu. Il faut réduire au maximum justement notre champ de vision pour focaliser son énergie là où on a réellement des chances de réussir. Et donc, pourquoi est-ce que je considère que c'est autant problématique de passer du temps à explorer d'autres possibilités, même si les chances sont faibles d'aboutir? Eh bien, le problème, c'est que je considère le temps au Japon comme étant extrêmement précieux. Je m'explique. Il est impossible d'obtenir un visa de travail pour le Japon depuis la France. Voilà, je rétablis Red Pill. Impossible. Sauf si vous êtes vraiment parmi l'élite, où vous avez un piston de malade, vous n'aurez pas de visa de travail pour aller au Japon depuis la France. Vous allez devoir aller au Japon en PVT ou en visa étudiant. Pendant cette année-là, vous allez pouvoir apprendre un petit peu le japonais ou perfectionner votre niveau. Vous allez pouvoir passer des entretiens. Vous allez pouvoir commencer éventuellement des baito dans des entreprises dans l'espoir de pouvoir vous faire embaucher à la fin, mais vous n'allez pas avoir de temps à perdre. Il va falloir vraiment focaliser votre énergie là où il faut et éviter le superflu, parce que sinon, vous allez vous retrouver à poil à la fin, vous allez rentrer en France et vous ne pourrez plus jamais retourner au Japon, parce que le PVT et le visa étudiant, c'est vos portes d'entrée. Ensuite, avant de continuer la vidéo et de rentrer plus dans le vif du sujet, j'aurais voulu vous poser une question. À votre avis, combien est-ce qu'il y a de Français au Japon avec un statut de résident? Et ça me ferait vachement plaisir si vous pouviez marquer en commentaire, sans tricher, euh, à combien s'élève le nombre de Français au Japon avec un statut de résident. Donc on élimine tous les touristes. Bon, je passe à la slide suivante. Donc en 2024, on avait 15 938 Français résidents au Japon. 10 ans auparavant, en 2014, on en avait 9 350. Donc grosso modo, ça fait une augmentation, je sais pas, 60%, peut-être 65% au pif. Est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas? Bon, là on parle de chiffres et de statistiques, donc vraiment selon la manière dont on les regarde, on peut leur faire dire des choses différentes. Mais moi, à titre personnel, je trouve ça excessivement peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site que je mets en description, c'est istat.go.jp. Et sur ce site-là, vous allez pouvoir trouver toutes les statistiques avec le nombre de personnes exactes qui détient chaque visa, par nationalité et par année. Donc c'est une véritable mine d'or. Moi, je trouve ce sujet d'étude vachement intéressant et j'espère que ça va vous intéresser aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors je vais utiliser les données pour faire un petit tableau récapitulatif qui concerne uniquement les Français au Japon, parce que c'est ce qui nous concerne ici. Donc voilà, si on additionne le nombre de Français par catégorie de visa, on obtient un total qui est évidemment inférieur au total présenté ici. C'est parce que pour des raisons évidentes de lisibilité, j'ai omis tous les visas annexes qui ont quasiment aucune chance de nous concerner et dont on ne sera jamais confronté dans notre vie d'expatrié au Japon, ou du moins il y aura très peu de chance. Voilà, j'ai gardé uniquement l'essentiel. Donc on va regarder toutes ces catégories un petit peu une par une, mais avant de commencer, je vais partir de la fin avec le visa de résident permanent. Donc pourquoi je commence par celui-ci? Je commence par celui-ci parce que c'est l'objectif ultime pour une personne qui veut immigrer au Japon. L'objectif, ça va être à terme de devenir résident permanent. Donc aujourd'hui, on a 3707 Français qui sont résidents permanents au Japon et c'est un chiffre qui ne fait que augmenter année après année. Il n'y a jamais de petit dip, ça ne fait qu'augmenter. En gros, quand on a battu le boss final du jeu, on devient résident permanent, on a gagné, c'est terminé.
Qu'est-ce que ça nous apporte d'être résident permanent? Ça nous permet de rentrer, sortir du Japon un peu comme on veut. On n'est pas lié à un employeur qui va nous tenir par les couilles. On n'est pas tenu non plus par une femme qui va nous faire un chantage au visa. On peut changer d'employeur comme bon nous semble quand on veut. On peut arrêter de travailler si on veut. Vraiment, en fait, c'est la liberté. On peut jouir librement du Japon sans limite. Voilà. Donc ensuite, on revient un petit peu au début. On va repartir de zéro. D'abord avec le visa investisseur. Donc lui, on en entend beaucoup trop parler, à mon avis, dans les vidéos de personnes qui présentent les options pour s'expatrier au Japon. Pourquoi trop? Parce que bon, déjà, il faut aligner 40 000 euros. Bon, ça, c'était jusqu'à cette année, il fallait aligner 40 000 euros. Parce que on n'est pas beaucoup à avoir une âme d'investisseur, quoi. Enfin, venir au Japon, c'est déjà un pays suffisamment compliqué entre la langue, les coutumes, le monde du travail, etc. Arriver comme ça et poser une grosse paire de couilles, plus 40 000 euros pour investir dans un commerce ou un truc. Enfin, faut quand même en avoir une bonne paire, quoi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens que ça concerne. Bon, il y avait quand même entre 200 et 300 personnes tous les ans. Mais vraiment, je serais curieux de savoir combien échouent et combien arrivent tous les ans. Enfin, est-ce qu'il y a un gros turnover ou est-ce que c'est les mêmes qui restent d'une année sur l'autre? Vraiment, je me pose la question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet parce qu'à partir de cette année, le Japon a décidé de durcir les règles de l'immigration. Donc ils ont multiplié par 6, rien que ça, le montant à investir pour obtenir ce visa-là. Donc si avant tu pouvais arriver avec 40 000 euros et lancer ton truc, maintenant il faut avoir 200 000 euros. Autant dire, c'est plus du tout un sujet, c'est même plus la peine d'en parler. Il n'y a même pas que la somme d'argent qui est un problème, il y a même d'autres bâtons dans les roues qui rajoutent en plus, donc vraiment on peut oublier ce visa-là et on passe à la suite. Les visas de type professeur. Alors ça, c'est un mix de deux en fait types de visas que j'aime additionner. C'est le visa professeur et le visa instructor. Alors pourquoi je les ai additionnés? Bah, c'est juste pour pas avoir deux catégories qui se ressemblent. C'est à peu près la même chose, c'est le milieu éducatif. Les professeurs, ça va être ceux qui sont vraiment les gros cadres de l'enseignement du type professeur-chercheur à l'université, les maîtres de conférences, voilà, ceux qui ont une grosse carrière dans l'enseignement à haut niveau universitaire. Après, il y a les instructeurs. Donc les professeurs, ils sont 250. Pardon, là, les professeurs, ils sont 250. Et les instructeurs, ils sont 110. Les instructeurs, c'est les professeurs dans le système éducatif tradi Jap, quoi, école primaire, collège et lycée. Donc il y en a 110, je pense que c'est plutôt des profs de français ou d'anglais, en fait j'en sais rien. Mais bon voilà, il y en a 110. Ce qu'on peut dire en regardant ces chiffres, c'est qu'ils n'ont pas augmenté depuis 10 ans, donc il n'y a pas une augmentation sensible de la demande. En gros, quand il y a un professeur qui part, il y en a un autre qui rentre. Donc vraiment, pour être au bon moment, au bon endroit, ça paraît assez chaud. C'est aussi le monde universitaire, donc il faut que vous ayez vraiment un CV et un parcours professionnel cohérent. Si vous avez fait de l'intérim, des working holidays à droite à gauche ou que merde, vous avez fait autre chose, qui n'a rien à voir avec le monde de l'enseignement, à mon avis, vous n'allez jamais réussir à rentrer là-dedans. Alors ensuite, on a le visa de travail hautement qualifié. Ça, c'est un visa qui est apparu en 2015 et en 2024, on a 336 Français qui détiennent ce visa-là. C'est le visa de l'élite, c'est le visa des immigrés de haute qualité, les chances pour le Japon. Pour l'avoir, il faut bon, déjà évidemment avoir un sponsor comme pour le visa de travail normal. Mais en plus de ça, il faut avoir cumulé un certain nombre de points. Et les points, ça va être par exemple si on parle très bien japonais, si on a un gros salaire, si on a un haut diplôme universitaire, beaucoup d'années d'expérience, si on est jeune. Enfin, il y a plein de moyens de rajouter des points. Et à partir d'un certain palier, en gros, au lieu de demander le visa de travail normal, on peut demander le visa de travail hautement qualifié. Bon, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi les gens veulent ce visa-là plutôt que le visa de travail classique? C'est parce que ça permet en gros de donner des droits en plus. Par exemple, si tu es sur un visa de travail normal et que tu fais venir ta femme, et bien ta femme, elle pourra travailler que 28 heures par semaine. Alors qu'avec le visa de travail hautement qualifié, elle pourra travailler à un temps plein comme elle veut. Ensuite, ça permet par exemple d'avoir une résidence permanente accélérée. Là où avec un visa de travail normal, basique, en général, il faut 10 ans de présence sur le territoire japonais pour avoir le visa de résident permanent.
alors qu'avec le visa de travail hautement qualifié, ça peut être quelques années, 5 ans maximum, quoi. Voilà, il y a d'autres petits avantages anecdotiques que je connais pas ensuite. Mais de toute façon, ce visa-là, je pense pas que les gens l'obtiennent directement au premier coup. Je pense que les gens passent d'abord par un visa de travail normal. Et voilà, une fois qu'ils ont le salaire, l'expérience et le poste, lorsqu'ils doivent renouveler leur visa, bah, plutôt que renouveler avec le visa de travail normal, ils regardent, ils voient que, ah bah tiens, ils sont éligibles pour ce visa-là, et donc ils demandent ce visa-là. Mais c'est pas un visa, enfin à mon avis, qu'on recherche du premier coup à obtenir. C'est un petit peu avare, enfin greedy, on dit en anglais. Ça paraît un peu greedy d'aller cash là-dessus. Déjà, franchement, si on arrive à avoir le visa de travail classique, c'est déjà bien. C'est déjà suffisamment compliqué de trouver un boulot au Japon qui nous sponsor un visa. Donc on va pas forcément aller faire la fine bouche. Et voilà, on se contentera de ça. On peut aussi regarder en détail les secteurs d'activité des personnes qui sont là-dedans. Il y a le détail, toujours sur le site dont j'ai parlé, la stat.go.jp. Et 75% des gens sous ce visa-là sont dans l'informatique. De toute façon, l'informatique, bon, faudrait en parler dans une vidéo à part, mais des fois au Japon, tu as l'impression que tu as deux mondes. T'as les gens qui travaillent dans l'informatique et tu as les merdes, les autres. T'as l'impression qu'il n'y a que ça. T'as l'informatique. Ah, t'es qualifié, ah, tu bosses dans l'informatique, ou non, t'es pas qualifié, et là, tu bosses pas dans l'informatique. C'est vraiment le ressenti que j'ai au Japon. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces trois visas-là, investisseur, professeur et travail hautement qualifié? La raison, c'est parce que je trouve que c'est des impasses, et c'est pas la peine de perdre du temps à réfléchir sur comment entrer au Japon sous un de ces visas-là. Évidemment, notre objectif, c'est d'être résident permanent à terme, donc ça serait vraiment génial si on pouvait avoir le visa de travail hautement qualifié. Ça permettrait d'avoir une résidence accélérée. Mais ce que je veux dire, c'est que comme première expérience, comme premier pied à terre lors de notre expatriation au Japon, ça paraît irréaliste d'obtenir directement ce visa-là. Investisseur, c'est complètement mort. Et professeur, alors professeur, je ne veux pas dire que être professeur au Japon, c'est impossible. Évidemment, c'est possible d'être professeur au Japon, mais c'est impossible sous les visas professeur et instructor, qui sont des visas réservés pour ceux qui vont travailler dans l'enseignement traditionnel japonais, donc de l'école primaire jusqu'à l'université. Ceux qui auront des visas pour travailler là-dedans, ça sera ceux qui ont un parcours éducatif et un parcours pro, une carrière dans l'enseignement qui est cohérente. C'est les gens qui auront aussi des contacts et des pistons pour arriver là-dedans. Vous qui avez fait une école de commerce, du marketing, une école d'ingé ou je sais pas quoi, ou autre chose, il n'y a aucune chance que vous rentriez dans ce système-là. Par contre, vous allez pouvoir être professeur sous un autre visa. Ça sera sous le visa de travail classique. Bon, je l'appelle comme ça, c'est pas son vrai nom, hein. Mais le vrai nom est trop long. C'est ingénieur, euh, connaissances en humanité et commerce international, un truc comme ça. Le nom est trop long, donc je vais l'appeler travail classique. Ça, c'est le visa absolument fourre-tout dans lequel quasiment tout le monde travaille, en fait. Quasiment tous les étrangers sont sur ce visa-là. Donc voilà, en 2024, il y en avait 3076. Et donc, sous ce visa-là, on peut devenir professeur d'anglais, mais ça se fera dans des jardins d'éveil. Par exemple, les Japonais un peu riches aiment bien mettre leurs enfants dans voilà, des jardins d'éveil ou des espèces de maternelles dans lesquelles il y a des professeurs qui leur parlent en anglais. Vous pourrez avoir un visa là-dedans, ou alors ça sera pour les cours du soir dans les Eikaiwa. Les Eikaiwa, c'est les écoles dans lesquelles les Japonais adultes font leurs cours du soir. En général, c'est pour s'entraîner à passer le TOEIC. Les Japonais sont complètement obsédés par le TOEIC. 40% des TOEIC passés dans le monde sont passés au Japon. Parce que pour les Japonais, ça leur permet de se différencier par rapport aux autres. Dans le CV, c'est vraiment la ligne qui fait mouche, quoi. Si tu as TOEIC 800, hop là, tu es au-dessus de 90% des autres Japonais. Et voilà, c'est vraiment bien vu. D'où la forte demande chez les adultes pour les cours dans les Eikaiwa. Donc, évidemment, ça recrute beaucoup. Et donc, c'est une option tout à fait acceptable pour obtenir un visa de travail.
Cependant, quand même, il faut quand même relativiser et rappeler que vous êtes français et donc par définition, vous avez un accent éclaté et malgré vos efforts, vous n'arriverez probablement pas à en faire abstraction. Les personnes qui sont natifs de pays anglais passeront avant vous. Et c'est pas parce que vous êtes blanc et que vous avez un TOEIC 950 que hop, d'un coup, il y a du travail de partout en tant que professeur au Japon. C'est complètement faux. Ça, c'est absolument une légende. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on va trouver un boulot en tant que prof d'anglais. Toutes les personnes qui sont natifs de pays anglophones passeront avant vous et d'ailleurs seront mieux qualifiées que vous pour le boulot. Et il y a largement assez de supply de professeurs venant de pays anglophones, hein. Il y a de la demande pour venir travailler au Japon. Donc vraiment, si vous êtes vraiment bon en anglais, c'est une option acceptable. Par contre, il faut aussi savoir que ça a très mauvaise réputation. Pourquoi ça a mauvaise réputation? Déjà parce que c'est des horaires complètement éclatés. Vous allez travailler le soir ou les week-ends. Il n'y a aucune évolution professionnelle. Donc dans 20 ans, vous allez faire la même chose que vous faisiez au début quand vous avez commencé. Le salaire souvent est insuffisant pour vivre dans une grande ville comme Tokyo. Et ça, c'est dû à la charge de travail qui est insuffisante. Voilà, après, il y a un gros turnover, forcément, parce que les étrangers viennent et partent, et puis les Eikaiwa les traitent en général pas très bien, les conditions de travail sont mauvaises. Il y a des règles à la con vous savez, les entreprises qui fonctionnent à la japonaise, et donc les étrangers ont du mal à s'adapter à la culture du travail au Japon. Donc voilà, il y a un gros turnover, ça se passe jamais très très bien sur la durée. Mais ça reste quand même une option totalement réaliste pour ceux qui parlent très bien anglais. Et donc voilà, pour une première expérience professionnelle au Japon sous visa de travail, c'est envisageable temporairement avant de passer à autre chose plus tard, quoi. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le visa de travail classique, qui est, je rappelle, le visa fourre-tout type bac plus 3 ou plus, dans lequel on peut faire un peu n'importe quoi. Grosso modo, l'écrasante majorité, ça va être des gens dans l'informatique, au sens large du terme. Ensuite, on va trouver tout ce qui est traducteur-interprète, pour ceux qui parlent très bien japonais et qui parlent anglais. Lorsqu'on continue plus loin, on va avoir voilà, l'import, export, marketing, finance, quelques ingénieurs, je suppose. Enfin, quand je dis ingénieur, c'est ingénieur hors informatique, parce que je pense pas qu'il y en ait énormément. Je pense que quand on dit ingénieur au Japon, on pense généralement à ceux qui sont dans l'informatique directement. Mais des vrais ingénieurs qui bossent, je sais pas, sur les infrastructures, dans la mécanique et tout, ça, je doute qu'il y en ait énormément. Ensuite, on a les professeurs, les recruteurs. On peut avoir des gens dans le tourisme, même si c'est quand même un peu compliqué d'avoir des visas de travail là-dedans. Il y a un truc que j'ai pas précisé en fait, c'est que lorsqu'on est sous le visa de travail classique, par définition, on a interdiction de faire des boulots manuels ou répétitifs, même si c'est juste une partie du boulot. Par exemple, si on trouve un boulot en tant que front staff dans un hôtel, on devra être front staff uniquement pour faire la traduction et donc parler aux clients qui viennent de pays étrangers. Il sera complètement interdit, dans la théorie, d'aller aider pour nettoyer les chambres ou d'aller jeter les poubelles ou d'aller aider en cuisine dans le restaurant. Ça, normalement, c'est interdit. Voilà. Pour les tâches manuelles, il y a le visa esclave à côté, le Tokute Gino dont on va parler ensuite. Mais tout ce qui va être sous visa de travail classique, ça va être du travail en bureau et intellectuel. Et ensuite, il y a un truc que je voudrais préciser, c'est que jusqu'à présent, il était communément admis que lorsqu'on a un bac plus 3, peu importe le domaine du diplôme qu'on possède, ça ne nous empêchait pas d'aller travailler dans des domaines qui n'ont rien à voir au Japon tant qu'on avait l'employeur qui voulait bien nous sponsoriser un visa. Par exemple, si tu avais une carrière dans la finance, tu pouvais très bien être prof, faire du recrutement, faire front staff dans un hôtel ou quoi, tant que le sponsor était là. Mais j'ai lu récemment sur Internet de sources des recruteurs qui disaient que ça changeait. Le Japon avait tendance à durcir de plus en plus les règles d'immigration. Et donc ce genre de choses devenait de plus en plus compliqué. Il semble que maintenant il faille plus généralement avoir un diplôme qui correspond au poste qu'on va occuper au Japon. Bon, on est vraiment dans le j'ai entendu que. Allez, on parle maintenant du visa Tokutei Gino, que je vais appeler ici le visa esclave, histoire de bien savoir de quoi on parle.
À l'inverse du visa de travail classique, le visa eslave ne permet pas de faire des travails intellectuels, il permet de faire des boulots d'esclaves, donc des tâches manuelles et répétitives. C'est un visa qui est apparu en 2020, il est assez récent, et il avait un ancêtre qui, lui, était réservé aux personnes venant des pays pauvres. Le visa eslave nouvelle génération donc de 2020, lui, permet au contraire de faire travailler des personnes de n'importe quelle nationalité, y compris des Français. En 2024, on se retrouve avec 26 Français sous ce visa-là. C'est très peu, mais je pense que c'est en grande partie parce que ce visa-là est encore très opaque et n'a pas été conçu pour les Européens. Donc pour nous, c'est assez difficile de trouver des informations et d'y accéder. On va en discuter plus en détail après. Je voudrais expliquer le principe de ce visa-là. En fait, il a été conçu de manière très ingénieuse par les Japonais pour faire venir des personnes venant des pays pauvres, les faire travailler au Japon dans les boulots que les Japonais ne veulent plus faire, en les sous-payant et en les gardant dans des conditions assez moyennes. Mais comme le Japon ne donne pas la résidence permanente avant 10 ans de présence sur le territoire, et que ce visa-là a une limite de 5 ans, et bien au bout de 5 ans, on dégage ces gens-là, une fois qu'on s'est bien servi d'eux, et puis on les remplace par des nouveaux esclaves. Ça permet d'éviter d'avoir des personnes venant de pays pauvres, sauvages et non civilisés qui restent au Japon trop longtemps, car ça pourrait dénaturiser voilà, la beauté et la tranquillité du Japon. Voilà, on évite de faire venir des personnes pauvres et de les garder trop longtemps sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir ce visa-là? Il faut d'abord avoir un employeur. Bon, comme pour tous les visas de travail, il faut un sponsor. C'est pas vraiment un problème normalement parce que c'est des boulots qui ont une main-d'œuvre telle qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne quelqu'un d'autre que vous, vu que bah, y a un manque de main-d'œuvre. Ensuite, il faut un JLPTN4. Là encore, c'est pas vraiment un sujet, c'est quand même relativement simple à avoir pour peu que vous passiez un an en école de langue. Et ensuite, il faut un test d'aptitude. Alors ça, c'est le gros problème. Un test d'aptitude dans le domaine dans lequel on veut travailler. Donc il existe une quinzaine de domaines. Ça va être bon, agriculture, restauration, usine, construction, pêche. Bon, il y en a une quinzaine. Et il faut passer le test qui correspond au domaine dans lequel on va travailler. Le problème de ce test, c'est qu'il n'y a quasiment aucune info dessus. Les dates sont peu ou pas du tout communiquées à l'avance. Donc on ne sait pas où le passer, on ne sait pas quand le passer. C'est très difficile de se projeter parce qu'il y a beaucoup de ces tests qu'on peut faire qu'une fois par an ou 2 fois par an. Et voilà, les dates ne sont pas claires. On n'a pas non plus d'informations sur le contenu de ces tests-là. C'est pas facile de trouver des annales, donc on peut se demander, bah, il y a quoi dans ce test et si je vais le passer, bah, comment me préparer. Et donc, je pense qu'à moins de se faire aiguiller par une agence spécialisée ou par une école qui a l'habitude de traiter avec ce genre d'agence, ça va être assez compliqué de se frayer un chemin là-dedans. Bon, les seuls domaines qui sont à peu près Waito-friendly, c'est la restauration et l'hôtellerie. Là, ils ont des sites qui sont à peu près clairs, sur lesquels les dates sont données suffisamment à l'avance. Et bon, voilà, il y a des retours d'expérience là-dedans, mais tous les autres, c'est extrêmement opaque et obscur. Il faut aller sur chaque site de chaque ambassade individuellement pour aller trouver les informations dans le. Par exemple, si c'est l'agriculture, tu vas aller sur le site de l'agriculture au Japon et tu vas essayer de trouver où c'est qu'il y a les dates, mais souvent elles sont juste pas communiquées en fait. Donc c'est vraiment un monde qui est opaque et qui a été conçu pour faire venir des gens directement depuis les pays pauvres. Ils passent les tests dans les pays pauvres et ils sont employés depuis leurs pays pauvres. Ils arrivent avec un avion, ils arrivent par pack de vin et puis ils ont déjà leur boulot quand ils arrivent. C'est organisé. Nous, qui sommes européens, on n'est pas vraiment censé bosser là-dedans en fait. Ça n'a pas été imaginé pour nous. Voilà, c'est pour ça que jusqu'à présent c'est encore assez compliqué, mais je pense que ça va potentiellement se démocratiser avec le temps. Je me permets quand même de rappeler encore une fois que pour avoir la résidence permanente, il faut avoir 10 ans de présence au Japon, et ce visa esclave ne permet de rester que jusqu'à 5 ans au Japon.
Donc, au bout de 5 ans, si vous êtes encore sur ce visa-là, bah, il faudra quand même à nouveau se poser la question, bah, sur quel visa je vais passer ensuite. Donc, en gros, tu n'as pas 50 solutions. Si tu n'as pas ton bac plus 3 et que tu peux pas demander le visa de travail classique, bah, va falloir te marier avec une japonaise. Sinon, bah, retour en France. Donc, c'est vraiment un visa temporaire qui te donne du temps, le temps de trouver une japonaise avec qui te marier. Voilà. Ensuite, on continue. Je parle maintenant du visa culturel étudiant et PVT. Alors, je mets les trois dans le même sac parce qu'ils servent un petit peu à la même chose. En fait, ils nous permettent de venir au Japon pour une durée temporaire et ils nous servent de pivot pour pouvoir trouver un travail au Japon directement depuis le Japon. Comme j'ai dit avant, c'est impossible de trouver un travail depuis la France pour le Japon qui nous sponsorise un visa. Donc, ce que font les gens, ils viennent en étudiant ou en PVT et ils essayent ensuite de trouver un boulot depuis le Japon. Voilà. Attention, alors le PVT, alors c'est une information qui circule de partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Il se dit que depuis cette année, l'immigration a durci les règles. Et comme c'est un visa considéré comme touristique, bon, visa vacances-travail, donc c'est quand même un petit peu vacances, eh bien il n'est plus possible de passer de ce visa-là directement vers un visa de travail classique. Il faut rentrer en France et puis refaire toute la démarche comme si on cherchait un boulot depuis la France, c'est-à-dire passer par le Certificate of Eligibility. Ça prend du temps, ça complique les choses et ça rajoute de la paperasse pour les entreprises. Donc c'est assez compliqué. En plus de ça, le PVT maintenant a atteint ses quotas, je crois. Donc, je crois qu'il y a 4 ou 5 mois de délai pour prendre rendez-vous et faire sa demande à l'ambassade. Franchement, ça se corse un petit peu en ce moment au niveau des visas. Ensuite, il y a le visa de dépendant. Alors ça, il ne nous concerne absolument pas, mais je le mets dans le tableau parce que c'est une proportion non négligeable des Français. Il y a quand même 1074 personnes sous ce visa-là. Et donc à quoi ça correspond? Ça correspond à la situation dans laquelle toi, par exemple, tu aurais un visa de travail au Japon, mais tu voudrais que ta femme française et tes enfants français viennent vivre avec toi au Japon. Donc dans ce cas-là, toi, tu peux aller à l'immigration, tu fais une demande euh, pour que eux puissent avoir un statut de résident également, et donc ils deviennent dépendants de ton visa. Si toi, tu perds ton visa de travail, bah alors eux, ils vont perdre également leur visa de résident au Japon. Lorsque tu es dépendant au Japon, tu peux travailler jusqu'à 28 heures par semaine, donc à temps partiel. Et si tu veux travailler à temps plein, il va falloir que toi aussi, tu te trouves tout seul une entreprise qui te sponsorise un visa au Japon. Et on termine ensuite avec le célèbre visa mariage ou encore spouse visa, aussi connu sous le nom de visa magique. Et il porte son nom de visa magique pour une bonne raison. Franchement, quand on sait que ce visa existe, on se demande bien à quoi ça sert de se faire chier avec tout le reste. À quoi ça sert, ne serait-ce que de parler de tous ces visas. Pourquoi se faire chier à se former, à passer un bac plus 4, un bac plus 5, euh, passer par une école de langue, faire des PVT, devoir accepter un visa dans une entreprise qui ne nous plaît pas parce que cette entreprise veut bien nous sponsoriser un visa et donc devoir rester pendant des années dans une entreprise qui ne nous plaît pas. Vraiment, pourquoi se faire chier alors qu'on peut juste se marier? Franchement, ça passe comme une lettre à la poste au Japon. Tu viens en touriste, tu te maries avec une japonaise et hop, tu obtiens ta carte de résident, t'es marié et donc tu as d'un coup plus de droits que n'importe quelle personne qui est avec un visa de travail au Japon depuis plusieurs années. C'est pour ça que bon, bah, ce visa fait couler autant d'encre. Les gens en fait ragent à mort parce que bah, tu as des gens qui arrivent les mains dans les poches, ils parlent pas japonais, ils ont zéro compétence pro ni rien, ils arrivent, hop, ils sont visa mariage et d'un coup ils ont plus de droits que ceux qui sont là depuis longtemps et qui parlent japonais et qui en ont chié pour venir. Voilà, ils vont arriver, ils vont pouvoir se loger plus facilement, ils vont pouvoir faire des prêts bancaires, ils vont pouvoir sortir du Japon, rentrer, faire le boulot qu'ils veulent, quand ils veulent, le nombre d'heures qu'ils veulent, etc. Donc c'est vraiment un visa qui donne un accès VIP au Japon. Cerise sur le gâteau, parce que c'est pas tout, lorsqu'on est marié à une japonaise, eh bien on peut demander la résidence permanente au bout de 3 ou 4 ans. Alors qu'avec un visa de travail normal, c'est 10 ans. Donc vraiment, lorsque ton objectif, c'est de venir au Japon pour rester indéfiniment, bah vraiment, il y a vraiment le pour et le contre à peser, quoi. Qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est passer 10 ans
lié à une entreprise qui va te tenir par les couilles et que probablement tu vas détester? Ou est-ce que c'est passer 4 ans en visa mariage avec une Tomoko qui, bon, bah là, il y a beaucoup de chances que la relation se passe mal, parce que bon, bah, les clichés sont pas des clichés pour rien, hein. Les relations avec les japonaises sont vraiment très compliquées. Mais il suffit que vous teniez 4 ans et vous pouvez demander la résidence permanente et c'est terminé, vous avez gagné. Vous pouvez divorcer et puis faire votre vie de votre côté. S'il n'y a pas d'enfant, voilà, vous retenez, vous fermez votre braguette pendant 4 ans, vous évitez de lui faire un gosse et puis voilà quoi. Tout se passe bien par la suite. J'ai l'intention de créer une vidéo entière à propos du spouse visa parce que c'est un sujet qui demande pas mal de temps, je pense, et qui est vraiment intéressant et qui mérite une vidéo dédiée. Alors maintenant qu'on a bien vu les différents types de visas qui existent et lesquels étaient les plus sollicités par les Français, on va aller voir du côté de nos amis youtubeurs qui, eux, ont réussi au Japon pour voir leur parcours concrètement, par quel visa ils sont passés et comment ils ont fait pour réussir leur expatriation au Japon. Donc on passe à la slide suivante et j'ai donc là mis une liste de youtubeurs que moi je connais personnellement, enfin du moins j'ai regardé leurs vidéos à un moment ou à un autre dans ma vie. Et on va aller voir voilà, un par un comment ils ont fait pour réussir à make it au Japon, quoi. Le peuple veut savoir. Alors on commence avec Tev d'ici Japon. Lui il est venu en PVT au Japon. Au bout d'un mois il a rencontré sa future femme. Ensuite, bon, quand je mets 3 petits points, c'est pour dire qu'il est parti du Japon. En fait, sa future femme avait déjà des plans pour aller en Chine faire des bricoles. Donc ils y sont allés ensemble. Elle faisait ses trucs dans son coin et lui, il a fait une école de langue pour apprendre le chinois pendant ce temps-là. Ensuite, ils sont revenus au Japon. Ils se sont mariés cash. Ils se sont mariés pour le visa, comme on dit. Est-ce qu'il a réussi professionnellement au Japon? Oui. Est-ce qu'il a une vie de famille réussie? Oui. Donc, est-ce qu'on peut critiquer le fait qu'il se soit marié pour pour le visa? Absolument pas. D'ailleurs, le mariage, c'est la condition nécessaire, mais indispensable pour qu'il ait pu réussir au Japon. Sans avoir fait ça, on n'aurait pas le Tev qu'on connaît. Ensuite, Louis-San. Alors lui, bon, si se marier, c'est jouer en mode bac à sable, Louis-San, lui, joue en mode tout seul, en fait. Il n'y a pas d'adversaire. Lui, quand il avait 20 ans, je crois, il a dû choisir en gros entre sa nationalité française ou japonaise, parce qu'il a une mère japonaise et un père français. Et donc, pour des raisons professionnelles évidentes, il a choisi la nationalité japonaise. Donc lui, né de parents riches, nationalité japonaise, le cheat code ultime, lui, il a un boulevard devant lui, il est tout seul, quoi. Ensuite, Mitsu. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il est assez clair dans ses vidéos, il raconte bien son parcours, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Lui, il est venu à 19 ans en PVT. Il est venu avec 0 diplôme universitaire. Et un peu avant la fin de son PVT, il a pu trouver une entreprise qui lui a promis de lui faire un visa d'artiste. Donc c'est un visa assez rare qui ne demande pas de diplôme universitaire. Mais il y a eu un cafouillage au niveau de l'immigration pendant sa demande de visa parce qu'il a donné un concert privé que l'immigration a considéré comme étant du travail illégal. Bien que le concert soit gratuit, ça n'a pas plu à l'immigration. Ils ont annulé son visa et ils l'ont dégagé du pays à coups de pompe dans le cul. Donc pour revenir, il n'y avait pas 50 solutions. Il avait une copine au Japon, donc il est revenu, il s'est marié avec et il a pu obtenir le fameux spouse visa. À partir de là, il est devenu manager d'un konbini et il a bossé notamment dans le bar d'un de ses potes, qui est un bar branché de Tokyo, je ne sais plus lequel ni où exactement. Mais c'est un bar qui était très fréquenté par des personnes connues, influentes ou des artistes du monde de la nuit. Bon, j'y connais rien en idole japonaise et tout ça, mais bon, il s'est fait un tas de contacts et de réseaux. Et donc ça se passait pas très bien avec sa copine, donc finalement il a divorcé. Et par contre, il a prévu le coup et il s'est arrangé pour passer ensuite sur un visa rare encore. Je crois qu'il y a 40 personnes qui l'ont en France. Parmi les Français, c'est le visa entertainer. Donc voilà, depuis, il est sur ce visa-là.
Je me demande juste un truc, c'est pourquoi il n'a pas fait de visa permanent suite à son mariage, parce qu'il a été marié pendant 4 ans. Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est que comme il a eu un cafouillage au niveau de l'immigration pour du travail illégal, l'immigration peut-être aurait pas voulu lui donner. Mais je dis ça, j'en sais vraiment rien. En tout cas, sans s'être marié à ce moment-là, est-ce que Mitsu serait le Mitsu qu'on connaît ou est-ce qu'il serait en France à bosser à l'usine? Vraiment, j'en sais rien. En tout cas, bah, le mariage l'a bien sauvé. Ichiban Japan, lui c'est un cas super intéressant. Bon, Ichiban Japan, il est connu parce que bon, depuis très longtemps, il fait des vidéos YouTube de qualité que bon, tout le monde connaît. Pendant 6 ans, il faisait des allers-retours au Japon en touriste où il faisait des vidéos et ensuite il faisait les montages. C'est un gars qui n'a rien à prouver. La qualité de son travail est connue par tous. Elle est sur Internet. Et bon, c'est un gars qui a un bac plus 5, je sais plus exactement, un truc dans l'audiovisuel ou marketing digital, je sais plus, mais un truc du genre. Et il a été contacté par une entreprise japonaise pour faire la promotion, pour venir travailler au Japon et faire la promotion de certaines régions pour attirer des touristes. Donc du montage vidéo en gros. Sachant qu'il a un bac plus 5, que son travail n'est pas approuvé, on sait qu'il est sérieux, et que il va travailler plus ou moins directement pour bah, des institutions publiques au Japon, bah, on peut se dire que la moindre des choses, enfin ça paraît évident qu'on va quand même lui offrir un visa de travail. On va le faire venir et on va lui donner un visa de travail. Vous pensez pas? Eh bien, pas du tout. Même pour un mec comme lui, ils lui ont dit de venir au Japon avec un PVT, donc avec son propre visa, pour venir travailler au Japon. Et ensuite, à la fin de son année de PVT, là, ils lui ont fait un visa de travail artiste pour pouvoir rester plus longtemps. Mais là, encore une fois, c'est un témoignage qui montre bien ce que je disais avant. C'est impossible de venir au Japon directement avec un visa de travail. Et ça, c'est un témoignage que j'ai déjà vu ailleurs, d'une autre personne. Elle, c'était une prof d'anglais. Elle a une chaîne YouTube aussi. Elle a trouvé un prof pour enseigner l'anglais, un taf pour enseigner l'anglais au Japon. Mais ils lui ont dit: ah ouais, mais on te prend, mais tu viens en PVT. On te fait pas un visa de travail. Tu crois quoi? Comme ça. Et donc, bon, après son PVT d'1 an, ils ont voulu la garder, donc ils lui ont fait un visa de travail. Mais vraiment, passer de visa rien, zéro de français à cash visa de travail au Japon, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment compliqué. Mais c'est pas ça le pire. Ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est qu'en fait, ce qu'il a fait là, c'est illégal. L'entreprise lui a dit de faire quelque chose d'illégal. Donc bon, c'est très bien que le Japon et le droit du travail, ça va pas très bien ensemble. Mais dans la pratique, lorsque vous faites votre demande de PVT, vous devez fournir parmi les documents un projet de voyage, une espèce de lettre de motivation dans laquelle vous détaillez tout ce que vous comptez faire au Japon et comment vous comptez financer votre voyage. C'est un permis vacances-travail, PVT. Le but, c'est de voyager. C'est un visa de touriste amélioré et le travail doit permettre de financer votre voyage au Japon. Travailler ne doit pas être l'intention première du voyage. C'est très bien connu lorsqu'on fait la demande de PVT. On sait tous qu'il ne faut pas marquer qu'on va travailler pendant plus de 5 ou 6 mois. Sinon, tu te fais instantanément refuser ton dossier. Ça veut dire que Ichiban Japan, lorsqu'il a fait sa demande de PVT, il n'a pas marqué dedans qu'il allait travailler pour cette entreprise-là. Ou alors il a marqué qu'il allait bosser 2 mois. Enfin, bref, il a dû mentir à un moment ou à un autre à l'immigration, main dans la main avec bah, l'entreprise qui était bien sûr au courant et qui doit savoir comment ça se passe également. Voilà, pour qu'il puisse pour qu'il puisse travailler là-bas, et ben voilà, il a fait quelque chose bah, d'illégal en fait. Moi, je trouve ça lunaire. Alors ensuite, on passe à Oji-sam au Japon. Alors lui, c'est clairement ma chaîne YouTube préférée sur le Japon. Il n'est pas du tout connu, mais en fait, il fait beaucoup d'interviews de personnes qui sont expatriées au Japon et donc il recueille des témoignages d'expérience. Alors lui, il est venu en visa étudiant. Je crois qu'avant de venir en visa étudiant, il connaissait déjà une personne japonaise. Enfin, il avait déjà plus ou moins une copine. Et donc avant la fin de son visa étudiant, il s'est marié. Et donc maintenant, il est professeur de français au Japon, à Yokohama.
Et voilà, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ensuite, on continue, le Japon fou fou fou. Lui, c'est une chaîne YouTube pas forcément hyper connue. Je pense qu'elle était plus connue avant que maintenant. Le gars est assez sympathique, je le connaissais. Donc là, pour faire cette vidéo-là aujourd'hui, j'ai dû refouiller un petit peu dans ses vieilles vidéos. J'en ai trouvé une qui s'appelle Comment j'ai trouvé mon premier travail au Japon, un truc comme ça. Et donc je viens de l'écouter. Et donc il nous raconte qu'il est d'abord venu avec un échange universitaire de 2 ans, suite à quoi il a fait un master de japonais. Puis il s'est dit que ça suffisait toujours pas pour trouver un travail au Japon, donc il a fait un master de gestion avec un stage chez Canon, l'entreprise qui fait les caméras, mais il a fait le stage en France, pas au Japon. Puis ensuite, il dit qu'il est parti au Japon, donc on ne sait pas comment, on va supposer qu'il est parti en touriste. Il ne nous parle pas de PVT ni rien, donc voilà, touriste. Il aurait participé à des forums d'entreprises style portes ouvertes pour les entreprises qui cherchent à recruter des personnes qui viennent d'être diplômées. Ça donnait rien. Bon, s'il était en touriste, c'est illégal, mais bon, on va passer. Il dit que comme il trouvait rien, il a utilisé son réseau. Et là, attention, il y a un passage intéressant. Il dit qu'à cette époque-là, il n'était pas marié. Aïe, aïe, aïe. Mytho, mytho, mytho. Ensuite, il dit voilà, il a utilisé son réseau et donc ça lui a permis de trouver un boulot, je cite, un travail de salarié dans une petite boîte minuscule de suppléments alimentaires pour les cliniques. Bon, un boulot de salarié lambda dans une petite boîte japonaise, je vois pas pourquoi ils iraient prendre un étranger alors qu'il y a forcément des Japonais qui feraient le boulot bien mieux que lui. Bon, déjà, c'est bizarre, surtout une petite boîte qui aille se faire chier à faire de la paperasse compliquée pour sponsoriser un visa pour un étranger, ça paraît bon, aberrant, clairement. Mais en plus, s'il était en visa de touriste, eh bien, en fait, on ne peut pas passer d'un visa de touriste à un visa de travail depuis le Japon. Ça veut dire qu'il serait rentré en France à ce moment-là, mais il ne nous en parle pas. Il aurait fait la demande de Certificate of Eligibility, il serait allé à l'ambassade déposer sa demande. Une fois qu'il aurait eu bon, voilà, tous les documents réglés, c'est-à-dire au bout de 3 4 mois, il serait retourné au Japon et là, il aurait commencé à bosser avec son visa de travail. Mais il n'y a rien qui tient, c'est pas du tout cohérent. Donc voilà, bon, je me permets de marquer mariage parce que, bon là je suis désolé, mais c'était clairement un mytho ou alors tu sais pas expliquer ton parcours parce que ça a aucun putain de sens. Japania, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tout simple, il est venu en PVT, il a trouvé un boulot dans le marketing digital, il s'est marié, putain. Aïe aïe aïe, putain, je commence à avoir mal à la tête. Euh, donc il a fait son PVT, il a trouvé un travail dans le marketing digital qui lui a sponsorisé un visa donc de travail classique. Et depuis, il fait ce boulot-là. Donc, je crois qu'il est pas très loin d'avoir la résidence permanente maintenant. Donc, bon courage à lui. Ensuite, on passe au Japon en noir et blanc. Aïe aïe aïe. J'avais jamais regardé une de ses vidéos, mais j'en avais entendu parler en mal, assez souvent. Donc c'est un mec qui m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que voilà, il ment comme il respire, il raconte n'importe quoi, les informations changent dans toutes ses vidéos et donc j'ai dû m'en taper un bon paquet pour essayer de reconstituer les pièces du puzzle. Donc ça donne un truc comme ça. Il serait venu au Japon en échange universitaire grâce à vos impôts. Le Japon en noir et blanc vous remercie. Il est venu étudier un peu le japonais, puis il est retourné en France. Il a fini, donc je passe à LEA, son truc anglais-japonais. Ensuite, il est venu en PVT. Là, il nous parle en long et en travers de la manière dont il est arrivé avec 600 euros au début, puis ensuite 500, puis 400. Il nous explique qu'il a travaillé au Shabu Shabu alors qu'il n'avait pas d'argent, mais d'abord au bout de 10 jours, puis après 7 jours, puis après c'était au bout de 3 jours finalement qu'il avait trouvé son boulot, on ne sait pas vraiment. Acheter sa formation parce que faites comme lui, venez avec rien et vous réussirez. Bon, à l'issue de son PVT, il est rentré en France parce qu'il n'a pas trouvé de visa de travail. Il explique dans une vidéo avec plein d'émotions comme quoi lui, il n'est pas du genre à faire comme les Anglais et à se marier pour le visa.
Alors lui, non, non, non. Même si tous les Japonais lui disaient marie-toi pour le visa, et lui il disait non, je suis trop fier pour ça, je n'ai pas besoin de me marier pour le visa. Et donc, bon, bah, il est rentré en France comme une grosse merde. Ensuite, il devait revenir au Japon, donc il nous dit qu'il est venu en touriste et que là, il a trouvé un travail dans une grande multinationale grâce à ses diplômes et à son talent japonais, et peut-être grâce à son expérience au restaurant mexicain, je sais pas. Bon, c'est évidemment un gros mytho. Il est revenu, il s'est marié et grâce à son visa de mariage, il a pu obtenir ce travail dans la grande multinationale. Donc on apprend un peu plus tard qu'en fait c'était une agence dans l'immobilier. Une agence dans l'immobilier. Enfin, en gros, ils faisaient visiter les appartements à des gens, quoi. Mais jamais de la vie, un mec qui se trouve en France se ferait sponsoriser un visa pour le Japon, un visa de travail directement, avec un parcours comme lui. Enfin, déjà, le gars, il est noir. Ensuite, bon, il n'inspire pas la confiance. Enfin, le gars, tu lui parles 2 secondes, tu comprends qu'il cherche à t'embrouiller, quoi. Il a bah, un parcours éclaté, quoi. PVT, usine, un diplôme qui vaut rien, quoi. Enfin, je veux dire, LEA, japonais, anglais, c'est quoi? Enfin, je veux dire, tu sais rien faire, quoi. Enfin, vous voyez. Et donc, dès qu'il en a eu l'occasion ensuite, d'ailleurs, il est pas con, hein, il savait très bien que le fait qu'il puisse rester au Japon dépendait uniquement de son mariage avec sa femme. Donc, dès qu'il a vu un peu le vent tourner, il a vite fait la résidence permanente. Et puis maintenant, je crois, je sais plus s'il est déjà divorcé ou qu'il va le faire. Mais bon, il est résident permanent, donc malheureusement, on va devoir se taper un mec comme lui encore longtemps. En soi, bon, si c'était juste une personne comme ça qui venait bon, polluer le Japon, c'est pas grave. Le problème, c'est que ce mec est un cheval de Troie. Genre, tu crois ramener un problème, mais en fait, t'en ramènes des dizaines et des dizaines. Le gars, il vendait des formations à 350 euros pour dire aux gens de venir comme lui, sans rien, les mains dans les poches, au Japon. Et grâce à sa formation, les gens pourraient réussir à s'expatrier définitivement au Japon. Bon, en gros, il leur dit, il fait exactement comme les passeurs africains en Afrique. Il va voir les gens, il leur dit donnez-moi 2000 euros, enfin lui pour le coup 350. Donnez-moi tout votre argent. Ensuite, vous allez sur le bateau là-bas, vous partez tout droit et vous allez arriver en France et vous serez heureux. Lui fait pareil avec le Japon. Donnez-moi votre argent, allez au Japon avec rien et une fois là-bas, vous réussirez grâce à ma formation. Mais bien sûr, ça donne rien du tout. Enfin, en gros, c'est un noir qui arnaque les noirs de sa communauté, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, le mec. Donc voilà, je le tiens pas très haut dans mon cœur, je vous avoue. Ensuite, le dernier, Lucas TV, lui, je le connaissais pas aussi, mais je le trouve vraiment sympathique. J'ai écouté pas mal de ses vidéos. Franchement, j'ai oublié. Je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais c'était un parcours un peu scabreux aussi. Il a fait un PVT, puis il est passé en étudiant parce que c'était le Covid, il pouvait pas rentrer, je sais plus, un truc comme ça. Et finalement, il a trouvé, il dit qu'il a eu énormément de chance et que les autres probablement ne réussiraient pas comme lui, que lui c'était un concours de circonstances, le bon boulot, bon moment, et aussi période Covid qui lui a donné un avantage par rapport aux autres. Et donc il est voilà, en visa de travail classique depuis plusieurs années, je lui souhaite une bonne continuation et voilà, je l'aime bien. J'écoute ses vidéos de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout d'abord, il apparaît très clair ici que il est indispensable de passer par un PVT ou un visa étudiant pour envisager une expatriation au Japon. Ils l'ont tous fait ici. Il apparaît ensuite clair qu'il est quand même difficile de trouver un travail au Japon, même lorsqu'on est passé par un PVT ou un visa étudiant. À part Japania et Lucas TV, qu'ils ont trouvé un visa de travail, mais eux-mêmes vont nous dire que c'était en partie grâce à de la chance. Bon, ensuite on a Ichiban Japan, mais lui, c'est pas lui qui a cherché un travail, c'est l'entreprise qui l'a contacté directement pour lui donner le travail. Lui, il a même pas fait de recherche d'emploi. Bon, voilà, ensuite, il y en a un bon paquet qui sont mariés, comme on dit, pour le visa. Mais est-ce que pour autant on peut les dénigrer et se moquer d'eux en leur disant haha, tu t'es marié pour le visa, tu es bah, une merde, comme on peut entendre de la bouche de pas mal d'expatriés? Bah, pas du tout. Donc, c'est des gens dont le rêve est de vivre au Japon.
C'est des gens qui ont une vie de couple, ils sont en relation avec une femme, ils ont envie de continuer leur relation, ils ont envie de continuer leur rêve de vivre au Japon, et donc c'est tout naturel de faire un visa de mariage pour ça. Et ce serait complètement con de s'en priver et de tout détruire, rentrer en France à cause de critiques ou de remarques ou par honte vis-à-vis d'autres personnes. Voilà, donc le mariage est totalement légitime et je pense même que pour la plupart des gens, c'est bien plus rentable de mettre de l'énergie dans la recherche d'un partenaire idéal pendant votre PVT ou votre visa étudiant plutôt que d'essayer de trouver un boulot qui va vous sponsoriser un visa. Et c'est vraiment très honnête. Je dis pas qu'il faut complètement abandonner le fait de chercher un travail, mais je veux dire, si vous êtes en visa étudiant ou PVT, vous pouvez faire les deux. Vous cherchez à la fois un visa qui peut vous sponsoriser un visa, mais il vous faut quand même un plan de secours et ça peut être voilà, une relation avec quelqu'un. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous marier juste pour le visa avec cette personne-là. Ça veut aussi dire que bah, vous tentez une aventure d'une relation longue durée avec cette personne-là. Si ça se passe bien, bah, tant mieux, tout le monde est content. Et puis si ça se passe pas bien, et bah, à terme vous divorcez et puis c'est pas la fin du monde quoi. Voilà, c'est ce que un peu je voulais dire dans cette vidéo-là. Bon voilà, j'essaye de terminer rapidement parce que ça va faire bientôt 1 heure que la vidéo a commencé. Putain, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, je m'en excuse. J'ai mis en jaune là donc les visas qui me semblent être les options les plus réalistes. Donc évidemment le visa mariage, de loin le meilleur. Ensuite le visa esclave, bon, qui n'est pas encore très bien utilisé mais qui a un potentiel énorme. Tout du moins pour gagner du temps, le temps de trouver une japonaise avec qui se marier au final. De toute façon ça sera le but. Même si vous faites un visa de travail normal et que vous avez la chance d'avoir des compétences que vous pouvez mettre en avant pour trouver un visa de travail, attendre 10 ans pour avoir la résidence permanente, ça va être quand même un peu fastidieux. Et bon, le but de la vie, de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est de pondre des gosses. Donc il faudra que vous trouviez une japonaise avec qui vous mariez, quoi qu'il arrive. Donc le résultat final sera le même. À un moment, vous allez vous marier et vous aurez le visa de résident permanent à la fin. Dernier truc que je voulais mettre en avant, c'est que je trouve très curieux qu'il y ait parmi les résidents au Japon autant d'étudiants PVT et dépendants, parce que c'est des visas qui correspondent à des gens qui, bon voilà, ils sont très temporaires, ils vont pas rester au Japon longtemps. C'est pas vraiment des vrais expatriés, quoi. Genre, le dépendant, il est pas venu au Japon par lui-même, il suit quelqu'un qui lui a un visa. Et bon, culturel étudiant en PVT, on sait très bien que 90% d'entre eux, ils retournent en France à la fin. Donc, si on enlève en fait tous ces types de visas-là, on se retrouve avec à peine 10 000 expatriés réels français au Japon. Mais moi, je trouve ça excessivement peu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais j'ai essayé de réaliser que, en fait, vraiment tous les ans, il y a entre 2 et 3 000 personnes qui mettent une pression à la hausse pour rajouter des expatriés au Japon, parce que tous ces gens-là, ils essayent de venir au Japon et de s'installer. Et donc, bon, les PVT, il y en a peut-être une partie non négligeable qui, eux, sont juste là pour le kiff et ont aucune intention de rester. Mais je pense que pour la majorité d'entre eux, ils ont quand même, à minima, dans un coin de leur tête, l'idée que s'il y avait moyen, alors ils voudraient rester au Japon et faire un visa de travail derrière. C'est juste une forme de défaitisme ou de... bon, enfin, il faut être réaliste, à un moment, tu te rends bien compte que ça va pas être possible, que tu sais pas assez bien parler japonais et puis que c'est trop compliqué, donc voilà, tu te résous à abandonner. Mais bon, s'il y avait moyen, je pense il y aurait vraiment une bonne partie qui resterait. Bon, chez les étudiants, par contre, moi, je suis sûr que là, on est sur du 95% qui sont là pour tenter une expatriation. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Voilà, donc 10 000 expatriés, ça me paraît vraiment peu. Et surtout par rapport à la pression de personnes qui cherchent à rentrer tous les ans. Faut rajouter à ces 3 000 personnes, il faut rajouter quand même tous ceux qui étudient le japonais dans le supérieur en France. J'ai aucune idée des chiffres, mais j'estime ça à environ 3 000 personnes qui sont diplômées chaque année, que ce soit les licences, les masters, les trucs, tout ça. Ça aussi, je ne peux pas concevoir que les gens fassent des études uniquement axées Japon et ne cherchent pas ensuite à s'expatrier au Japon. C'est impensable.
Donc pour moi, il y a 3000 personnes de plus qui veulent aller au Japon tous les ans par rapport à ça. Ensuite, tu rajoutes tous ceux qui ont fait des études qui n'ont rien à voir, genre marketing, finance, les écoles d'ingé, les écoles d'informatique. Enfin, là-dedans, ça pullule de gens qui veulent également aller au Japon, surtout dans les écoles d'informatique. Et donc, pourquoi le nombre d'expatriés n'augmente pas de manière conséquente? Pourquoi l'augmentation est aussi faible? Eh bien, je pense que c'est vraiment parce qu'en fait, c'est vraiment difficile de trouver un travail qui nous sponsorise un visa au Japon. Et les gens en sont conscients. Et voilà, ça monte pas à cause de ça. C'est ce que je pense. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse et voilà, je suis vraiment désolé que la vidéo ait duré aussi longtemps. Franchement, si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo. Allez, je vous dis à bientôt. J'ai d'autres vidéos qui vont sortir bientôt.